Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire la physiologie de la moelle épinière. Avant de regarder ce cours, je vous conseille de regarder les cours de la morphologie de la moelle épinière et la systématisation de la moelle épinière et aussi l'histologie de la moelle épinière. Je vous laisse les liens sous cette vidéo, d'accord? Alors, on commence. On sait que la moelle épinière est constituée de deux substances. La substance grise au centre, voilà, et la substance blanche à la périphérie. La substance grise contient les corps cellulaires, voilà, les corps cellulaires des neurones, et la substance blanche contient les axones. Voilà, les axones qui vont constituer les voies ascendantes et descendantes. Bien sûr qu'il va assurer la relation entre la moelle et les centres nerveux supérieurs. Donc c'est pour ça, on a deux fonctions principales de la moelle épinière. La fonction réflexe se déroule au niveau de la substance grise et la fonction de conduction qui se déroule au niveau de la substance blanche. La fonction de conduction, on a deux voies bien sûr. La voie ascendante, elle est sensitive, qui va transmettre les sensations de la périphérie vers le cerveau. Et les voies descendantes, qui sont motrices, qui va descendre les ordres de la motricité du cerveau vers les muscles. Donc voilà, la moelle épinière est reliée avec les centres supraspinaux. À travers la substance blanche, elle est divisée en deux voies, les voies ascendantes et les voies descendantes. Bien sûr, les voies ascendantes de la périphérie par les récepteurs, à travers les racines postérieures, la moelle, voie ascendante et vers les centres supraspinaux, c'est-à-dire le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Et au contraire, les ordres qui vont de haut vers la moelle épinière, à travers les voies descendantes, qui vont vers les effecteurs, bien les muscles, par les racines antérieures. Donc c'est ça, la moelle épinière assure deux fonctions principales, la fonction réflexe et la fonction de conduction. En effet, on va diviser notre cours en deux parties. Dans la première partie, on va parler de la moelle épinière, organe de conduction, c'est-à-dire on va faire la physiologie de la substance blanche. Et la deuxième partie de cours, on va parler de la moelle épinière, centre de réflexe, c'est-à-dire on va parler de la physiologie de la substance grise. Donc, on commence premièrement par la moelle épinière, organe de conduction. On va voir 1. Les généralités. 2. Méthode d'étude. 3. Les voies de conduction médulaire, dans laquelle on verra 1. Les voies ascendantes et 2. Les voies descendantes. Premièrement, 1. Les généralités. La substance blanche de la moelle contient les voies nerveuses ascendantes et descendantes qui acheminent du cerveau à la périphérie, précisément les muscles, et de la périphérie des récepteurs au cerveau, respectivement les influx moteurs et somesthésiques. Ces voies nerveuses sont situées par rapport à leur fonction dans le cordon antérieur, voilà, le cordon antérieur, latéral, ici, et postérieur. Deuxièmement, les méthodes d'étude. Les méthodes d'étude, on a plusieurs méthodes pour étudier les caractéristiques de la substance blanche de la moelle épinière. On a premièrement les méthodes anatomiques, dans laquelle on a A, dégénérescence secondaire, B, dégénérescence ascendante
et c'est bouton de dégénérescence. Deuxième méthode, expérience de section-stimulation. A, stimulation et B, section. Troisièmement, données anatomo-cliniques. On a A, le syndrome des cordons postérieurs, B, le syndrome de la commissure grise et C, le syndrome de Brown-Séquard. Quatrième méthode, ce sont les données neurochirurgicales. A, cordotomie antérolatérale et B, myélotomie commissurale. Et cinquième méthode, ce sont les méthodes de traçage. On a A par l'HRP et B par les acides aminés. Donc, on va voir chacun de ces méthodes en détail. On commence par les méthodes de type anatomique. Dans cette méthode, on va faire une section d'un cordon au niveau de la moelle et on va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Premièrement, la méthode de dégénérescence secondaire. On va faire une section d'un cordon ici, voilà, par exemple. Et grâce à la dégénérescence walérienne, qu'on a étudié dans le cours précédent, le cours de la physiologie des racines rachitiennes, donc la partie qui est séparée de son corps cellulaire va dégénérer. Si cette partie en haut va se dégénérer, donc le corps cellulaire, il est ici, en bas. Et il en résulte que c'est une voie ascendante. Par contre, si on va faire une section toujours ici, et cette partie en bas dégénère, donc le corps cellulaire, il est situé ici, en haut. Et il en résulte que c'est une voie descendante. Donc cette méthode permet de déterminer le trajet d'une voie. B, méthode de dégénérescence ascendante ou bien méthode de dégénérescence rétrograde. Toujours, si on va séparer le prolongement nerveux de son corps cellulaire, il y a une apparition des corps qui s'appellent les corps de Nissl au niveau des corps cellulaires. Donc, on va faire une section et on va regarder qu'est-ce qu'il passe au niveau des corps cellulaires. Si on trouve les corps de Nissl, on résulte que ces corps cellulaires sont l'origine de l'axone qui en a été sectionné. Donc, cette méthode va nous permettre de déterminer l'origine d'une voie. Et c'est la méthode des boutons de dégénérescence. Également, si on a effectué une section au niveau d'un axone, voilà, le bouton terminal de ce neurone va également être riche en inclusion avant de dégénérer, ce qui va nous permettre de déterminer la terminaison d'une voie. Donc, ces trois types de méthodes vont nous permettre de déterminer le trajet, l'origine et la terminaison d'une voie. Deuxièmement, l'expérience de section et de stimulation. Premièrement, l'expérience de stimulation. On va stimuler chacun de ces trois cordons et on va voir qu'est-ce qu'il va se passer. Si on va stimuler le cordon antérieur, on n'a aucune réaction douloureuse, plus une réponse motrice. Donc, il est responsable de la motricité. Deuxièmement, si on va stimuler le cordon latéral, on a des réponses motrices et végétatives. Donc, la fonction de cordon latéral est une fonction végétative. Et si on stimule le cordon postérieur, on a des réactions douloureuses. C'est une réponse sensitive.
Donc le cordon postérieur a une fonction sensitive. La deuxième expérience, c'est l'expérience de section. Si on va faire une section totale du cordon postérieur, l'animal ne présente aucune paralysie, mais juste des troubles de la coordination des mouvements. Sensibilité profonde. Donc les cordons postérieurs sont responsables de la coordination des mouvements et aussi les sensations. Ici, on va faire une hémisection de la moelle, c'est-à-dire la moitié de la moelle. On a syndrome de Brown-Séquard expérimental, c'est-à-dire la perte de la sensibilité thermo-algésique contralatérale et aussi la perte de la proprioception et de la motricité volontaire homolatérale. La troisième méthode d'étude, ce sont les données anatomocliniques. Cette méthode nous permet d'individualiser 3 types de voix. Les faisceaux descendants. Les messages viennent des centres supraspinaux et influencent le fonctionnement de la moelle épinière et sont localisés dans les cordons antérieurs et latéraux de la moelle épinière. Et les faisceaux ascendants transmettent les messages de la périphérie vers les centres supraspinaux en faisant relais dans la moelle épinière. Ils sont localisés dans les cordons postérieurs, antérieurs et latéraux de la moelle épinière. Et troisièmement, les voies propriospinales, ce sont des voies propres à la moelle, naissent et se terminent au niveau de la moelle épinière. Ce sont des fibres connectives, intrasegmentaires ou intersegmentaires. Donc on a 2 voies principaux, les faisceaux descendants et les faisceaux ascendants, et aussi la voie propriospinale. Elles ont un rôle connectif juste dans la moelle épinière. La quatrième méthode d'étude, ce sont les données neurochirurgicales. 2 méthodes se proposent de sectionner les voies de la sensibilité douloureuse, laissant intactes, dans la mesure de possible, celles des autres sensibilités. A. Cordotomie antérolatérale. Les constatations observées ont suggéré l'hypothèse que les faisceaux spinothalamiques conduiraient la sensibilité douloureuse dans leur partie moyenne, la sensibilité thermique dans leur partie postérieure et les fibres les plus antérieures participeraient à la conduction des influx sensitifs tactiles. Et B. Myélotomie commissurale. Les résultats ont suggéré que la voie spinothalamique est la voie algogène spécifique qui conserve un message douloureux amorcé par les stimulations faibles, non réceptives, sa valeur discriminative. Cinquièmement, les méthodes de traçage, c'est le plus utilisé actuellement. Dans cette méthode, on va injecter un des 2 molécules au niveau du cordon et on va le détecter grâce à sa fluorescence. Premièrement, le traçage à HRP, hydropyroxydase de Rayford. Elle a une particularité, elle va vers les corps cellulaires. Donc, permet de situer l'origine de la voie. Et si on a injecté les acides aminés marqués, ces acides aminés vont vers les boutons terminaux. Donc ce traçage permet de situer la terminaison de la voie. Troisièmement, les voies de conduction médulaire. Comme on a dit, on a 2 voies, les voies ascendantes et les voies descendantes. On va commencer par les voies ascendantes.
Puis, on va passer à les voies descendantes. Mais avant ça, je veux présenter les caractéristiques de ces deux voies ascendantes et descendantes. Elles ont des caractéristiques communes. Donc, les caractéristiques des voies de conduction, on a la décussation. Qu'est-ce que ça veut dire décussation? C'est la capacité de croiser la ligne médiane. Donc, toutes les voies de conduction médulaire ont une capacité de croiser la ligne médiane. Parce qu'on sait que l'hémisphère gauche va contrôler l'hémisphère droit et vice-versa. Donc, toutes les voies vont croiser la ligne médiane. Cette capacité s'appelle la décussation. Deuxièmement, le trajet, c'est la capacité de faire des relais, c'est-à-dire la capacité de faire des synapses. Et troisième caractéristique, c'est la somatotopie. C'est l'emplacement du neurone dans la substance blanche permet de devenir la partie du corps dont il provient ou à laquelle il est destiné. Parce que chaque partie de la substance blanche va contrôler une partie précise du corps. Et la quatrième caractéristique, c'est la symétrie. Toutes les voies de conduction sont paires et symétriques. Donc, on va passer à les voies ascendantes. On a plusieurs voies ascendantes, mais les principaux sont trois. Les faisceaux du Gall et Burdach s'appellent aussi le cordon postérieur. Les faisceaux spinothalamiques se situent au niveau du cordon antérolatéral. Et troisièmement, les faisceaux spinocérébelleux se situent au niveau de la partie superficielle du cordon latéral. Donc les faisceaux spinocérébelleux, on a deux, le direct et le croisé. Ces deux faisceaux, du Gall et Burdach et le faisceau spinothalamique, ce seront des faisceaux de la somestisée consciente. Et les faisceaux spinocérébelleux sont des faisceaux de sensibilité inconsciente. Donc, on va étudier chacun de ces faisceaux, plus des autres faisceaux. On va commencer par le faisceau du Gall et Burdach. Au niveau du cordon postérieur, voilà. Le trajet de ces faisceaux, donc ils prennent leur origine au niveau des neurones entiers des ganglions spinaux. Ce sont des neurones pseudo-unipolaires. Ensuite, il va passer par les cordons postérieurs de la moelle, remonter vers certains noyaux de bulbe, plus précisément les noyaux graciles et les noyaux cuniformes. Les noyaux graciles pour les membres inférieurs et les noyaux cuniformes pour les membres supérieurs. Ici, donc il va faire un relais, c'est le caractéristique de trajet. Après, il va croiser la ligne médiane, donc il va subir une décussation, puis vers le limnisque médian, et ensuite va remonter vers les noyaux ventrales postérolatéral du thalamus. Ici, il va faire un deuxième relais. Donc le premier relais au niveau des noyaux de bulbe, gracile et cuniforme, et le deuxième relais au niveau du noyau ventral postérolatéral de thalamus. Donc c'est toujours la notion de trajet. Afin d'avenir au cortex somestésique au niveau des aires 1, 2 et 3 de Brodmann, et ce dernier va subir l'intégration et l'interprétation de cet influx nerveux en sensation. Donc c'est ça le trajet des faisceaux du Gall et Burdach. L'origine des faisceaux du Gall et Burdach, ce sont les cellules en T du ganglion rachidien.
l'emplacement dans la moelle sont les cordons postérieurs, voilà, ou bien s'appelle aussi les faisceaux cuniformes et graciles, et la terminaison au niveau des noyaux cuniformes et graciles. On a vu tout à l'heure que la section des cordons postérieurs va causer des troubles de la coordination et de la statique. Donc le rôle des faisceaux de Gall et Burdach, c'est la sensibilité extéroceptive épicritique et la sensibilité proprioceptive. Proprioceptive, c'est-à-dire pouvoir connaître la position de notre corps dans l'espace. Sensibilité proprioceptive consciente dans les ménisques de l'heureuse. Donc c'est ça, la voie de Gall et Burdach, s'appelle aussi la voie lumniscale. Donc le trajet de faisceau, la périphérie des récepteurs de toucher, vers les ganglions, les neurones en T, et ensuite du cordon postérieur. C'est ça le faisceau gracile en violet, parce qu'il s'agit des membres inférieurs, donc c'est une moelle épinière lombaire. Et la même chose ici, mais pour les membres supérieurs, donc c'est ça le faisceau cuniforme, c'est une moelle épinière cervicale, et remonter vers le bulbe brachydien, au niveau des noyaux cuniformes et graciles, donc ils vont faire des relais ici. Ensuite vers le thalamus, le deuxième relais, et finalement au niveau de l'aire de Brodmann. On va passer maintenant à les faisceaux spinothalamiques. Donc toujours, ils prennent naissance au niveau des neurones en T, des ganglions spinales. Après, il va faire un relais ici, au niveau de la moelle. Ici, au niveau de la moelle, plus précisément des cornes antérolatérales. Donc, il va vers la moelle, plus précisément les cornes antérolatérales. Après, il va traverser la ligne médiane. C'est une décussation. Donc, sa décussation au niveau de la moelle, tandis que les faisceaux de Gall et Burdach vont décusser au niveau du bulbe. Il va arriver au niveau des faisceaux spinothalamiques antérieurs. Il va remonter au niveau du système lumniscal ou extra-lumniscal, parce qu'on a deux types de faisceaux spinothalamiques. Un va vers le système lumniscal et l'autre extra-lumniscal. Ensuite, vers les noyaux ventral postérolatérales ou interlaminaires de thalamus. À ce niveau, il va faire un deuxième relais et puis vers le cortex somestésique. 1, 2 et 3 de Brodmann et faire ses intégrations. Donc c'est une remarque, il y a toujours un relais au niveau du thalamus. Donc c'est un relais obligatoire de toutes les voies ascendantes, sauf deux voies auditives et oculaires. Les autres, ils vont passer obligatoirement par un relais au niveau de thalamus. Donc, comme on a dit, on a deux types de faisceaux spinothalamiques. Le néospinothalamique dorsal, il va acheminer une voie lumniscale, et le faisceau palio-spinothalamique ventral par une voie extra-lumniscale. La terminaison de faisceaux néospinothalamiques sont au niveau des noyaux ventral postérolatéral de thalamus. Par contre, la terminaison de faisceaux palio-spinothalamiques au niveau des noyaux intralaminaires de thalamus. Et pour les fonctions, ils ont des fonctions différentes. Pour le néospinothalamique, assure une fonction de sensibilité thermoalgésique, grande sensibilité à la chaleur, entraînant des sensations douloureuses, brèves et précises, sans des douleurs superficielles. Par contre, le palio-spinothalamique assure la fonction de taille protopathique déclenchée par des fortes stimulations entraînant des douleurs profondes, confuses et imprécises.
Donc voilà le premier relais au niveau de la moelle, ici, et il va ici, au niveau du cordon antérolatéral de la moelle, puis il va remonter. Voilà, c'est ça, les voies spinothalamiques. Les récepteurs de la température, un premier relais, ensuite vers le cordon antérolatéral de la moelle. On a aussi les récepteurs de la douleur, les récepteurs de température et les récepteurs de la douleur. Donc les deux vont traverser la ligne médiane, chacun au niveau de son segment, et remonter vers le bulbe rachidien, vers le thalamus, où ils vont affecter un deuxième relais, obligatoire bien sûr, et finalement vers le cortex somestésique. On a aussi un faisceau spino-réticulo-thalamique. Son origine, même origine que le faisceau spinothalamique. La terminaison, la formation réticulée du côté ipsilatéral et contralatéral, et son rôle de véhiculer les informations nociceptives. On a aussi un faisceau spino-cervico-thalamique. Les cellules d'origine localisées dans les couches 4 et 5. La voie ascendante et homolatérale s'observe chez le singe, mais pourrait être inconsciente chez l'homme. Et on a aussi les faisceaux spinocérébelleux. Ce sont des faisceaux inconscients. Et on a deux. Le faisceau spinocérébelleux antérieur s'appelle aussi croisé ou bien de Gouer. Et le deuxième, le faisceau spinocérébelleux postérieur ou bien direct, il s'appelle aussi de Fleschig. L'origine de faisceau croisé, c'est la partie latérale des couches 5 et 7. Et l'origine de faisceau direct, ce sont le noyau de Clark. Sans situation dans la moelle épinière, pour le croisé, le cordon antérolatéral contralatéral, et pour le direct, le cordon dorsolatéral ipsilatéral. Le trajet croisé pour le spinocérébelleux antérieur et direct pour le spinocérébelleux postérieur, et pour les terminaisons au niveau du cortex cérébelleux bilatéral plus au niveau du cortex cérébelleux ipsilatéral. Et la même chose ici. Et pour les fonctions, les deux ont une même fonction, la coordination de la posture et des mouvements des membres. Voilà, c'est ça le segment de faisceau spinocérébelleux antérieur. Il va faire un relais ici et vont vers le cordon antérolatéral, contralatéral. Contralatéral, c'est-à-dire l'autre moitié, c'est pas cette moitié de neurones. Et ici, une coupe de faisceau spinocérébelleux postérieur. La situation dans la moelle épinière, c'est au niveau du cordon dorsolatéral, ipsilatéral, c'est-à-dire dans la même moitié de cette neurone. Et aussi, il va faire un relais ici. Donc c'est ça, la représentation de trajet. Le croisé va croiser la ligne médiane ici et va remonter en haut. Il va vers le cervelet, au niveau du cortex palio-cérébelleux. Et puis vers le thalamus. Et pour le cordon direct, il va acheminer presque le même trajet. Les voies ascendantes, les sensibilités inconscientes, on a d'autres faisceaux. Les faisceaux spino-olivaires sont des voies spinocérébelleuses indirectes. Et le faisceau spinotectal se termine dans le colliculus supérieur
et d'autres faisceaux se projettent sur le mésencéphale, le système limbique et l'hypothalamus. Maintenant, on va passer à les voies descendantes. On a aussi plusieurs voies. On a des faisceaux qui sont latéraux. Voilà. Ces faisceaux, ce sont des faisceaux latéraux. Et d'autres faisceaux, ce sont des faisceaux médians. Voilà. Ici, les faisceaux médians. Pour les faisceaux latéraux, on a le corticospinal latéral ou bien le pyramidal croisé. Voilà. Il est ici en rouge. Et aussi le réticulospinal latéral en rose, voilà. Et le faisceau rétrospinal en orange. Et pour les faisceaux médians, on a le faisceau corticospinal ventral ou pyramidal direct. Voilà, le pyramidal direct. Et on a le faisceau réticulospinal médian. Voilà, ici. Et le faisceau tectospinal, voilà. Le faisceau vestibulospinal, ici en vert. Et le faisceau olivospinal, voilà, en bleu. Donc, on a deux faisceaux pyramidal, un croisé ou latéral, et le deuxième direct ou ventral. Et on a aussi deux faisceaux réticulospinal, latéral et médian. Voilà. Le tractus descendant se divise en deux groupes. Une voie motrice principale qui s'appelle pyramidale, voilà. Et une voie motrice secondaire extra-pyramidale. Donc les faisceaux pyramidales, ce sont les faisceaux de voie motrice principale. Et les autres, ce sont des voies secondaires. On va étudier chacun de ces faisceaux en détail. On va commencer par le système corticospinal, ou bien les faisceaux pyramidales, croisés et directs. On a deux types. On a des faisceaux croisés qui représentent 80% des fibres de faisceaux pyramidal. Et on a le faisceau pyramidal direct qui représente 20%. Donc, ils prennent naissance au niveau du cortex. Puis, ils descendent dans le tronc cérébral. Et au niveau du bulbe rachidien, il va effectuer une décussation, voilà, pour le croiser bien sûr. Et il va ensuite rejoindre le faisceau corticospinal de la substance blanche de la moelle. Et enfin, faire un relais au niveau de motoneurone alpha afin d'aller rejoindre les muscles et leur donner un mouvement volontaire. Donc ça, c'est pour le faisceau corticospinal latéral ou croisé. Et pour le direct, il ne va pas décusser au niveau du bulbe, mais il va décusser directement au niveau des segments de la moelle qu'il va énerver. Puis, il va effectuer un relais avec le motoneurone alpha afin d'aller rejoindre les muscles et leur donner un mouvement aussi. Donc, le faisceau corticospinal latéral ou bien croisé, c'est pour la motricité segmentaire des membres. Et le faisceau corticospinal médial ou bien direct pour la motricité axiale du tronc. Donc, comme on a dit, on a deux parties de faisceau pyramidal, le croisé et le direct. Donc, pour l'origine de ces faisceaux, c'est le cortex moteur primaire, l'aire 4
et le cortex somesthésique. Et pour le trajet, les axons passent par la capsule interne, traversent le mésencéphale et le pan et se réunissent pour former un faisceau dense au niveau du bulbe qui prend l'allure d'une pyramide, d'où son nom faisceau pyramidal. Pour le faisceau croisé, à la jonction entre le bulbe et la moelle, le faisceau pyramidal, pour sa plus grande partie, presque le 9 sur 10 ou bien 80%, croise la ligne médiane. C'est la décussation pyramidale et descend dans la moelle du côté opposé à l'hémisphère cérébral d'origine. Ainsi se trouve individualisé dans le cordon latéral de la moelle le volumineux-faisceau pyramidal croisé au latéral et les axones contenus dans le faisceau pyramidal croisé se terminent du même côté en s'articulant dans la corne ventrale de la moelle avec les motoneurones alpha au niveau de chaque neuromère. Et pour le faisceau direct, le faisceau pyramidal direct, un faible contingent de fibres motrices pyramidales représente presque 1 sur 10 ou bien 20%, ne subit pas la décussation et descend dans la moelle du même côté que celui de son origine. C'est le faisceau pyramidal direct, placé dans le cordon ventral de la moelle, et les axones contenus dans le faisceau pyramidal direct croisent la ligne médiane au niveau de chaque neuromère et s'articulent à son tour avec les motoneurones de la corne ventrale de la moelle du côté opposé. Et voilà, c'est ça la représentation du trajet de faisceau pyramidal. On a ici la naissance au niveau du cortex moteur. Ensuite, il passe par le mésencéphale, le pan, le bulbe. Le faisceau croisé va décussir pour aller au faisceau cortico-spinal latéral et le faisceau direct passe directement pour aller au faisceau cortico-spinal direct. Donc, on a deux types de faisceau pyramidal. On a le latéral, il est ici en rouge, voilà. Et le direct, il est ici, représenté en rouge aussi. Cette voie motrice, c'est la voie motrice principale, est responsable de la motricité volontaire et assure les mouvements segmentaires distaux des membres. Maintenant, on va passer à le faisceau rubrospinal ou bien le faisceau du noyau rouge. Voilà, c'est ça, la représentation de faisceau rubrospinal en orange et les latérales. D'accord? L'origine, noyau rouge contre latéral. La situation, elle décusse dès sa naissance et se place dans le cordon latéral, voilà, le cordon latéral de la moelle épinière en avant du faisceau cortico-spinal latéral. Voilà, il est en avant de faisceau pyramidal croisé. Sa terminaison, corne antérieure, son rôle, tonus musculaire et réflexe segmentaire pour les membres supérieurs. Il agit également sur le faisceau cortico-spinal. Maintenant, on va passer à les faisceaux réticulospinal latéral et médial. Donc, on a deux. On a le faisceau réticulospinal latéral, il est ici, en rose, et le faisceau réticulospinal médial, il est ici aussi, en rose. Donc, on a deux faisceaux, le faisceau latéral ou bien dorsal, qui s'appelle aussi bulbaire, le faisceau réticulospinal bulbaire,
et le médial ou bien le ventral qui s'appelle aussi le pontin. Donc, l'origine de faisceau latéral, c'est la formation réticulaire bulbaire du tronc cérébral. Et l'origine de faisceau médial, la formation réticulaire pontique du tronc cérébral. Sa situation, le latéral au cordon latéral et le médial, le cordon antérieur longitudinal médian. Ces terminaisons, pour le latéral, le faisceau longitudinal médian et pour le médial, le faisceau longitudinal latéral. Et bon, pour les rôles, ils ont des rôles différents. Pour le latéral, effet inhibiteur sur les mouvements volontaires ou bien les réflexes segmentaires, activité de motoneurone gamma. Et pour le rôle de faisceau médial, effet facilitateur sur les mouvements volontaires ou bien les réflexes segmentaires, activité de motoneurone gamma. Donc le bulbaire, une activité inhibitrice, et le pontin, une activité de stimulation. Maintenant, on va passer à les faisceaux vestibulospinaux. Voilà, elle est là, en vert. On a le faisceau vestibulospinal latéral ou bien direct et le faisceau vestibulospinal médian direct et croisé. L'origine de faisceau latéral, c'est le noyau vestibulaire latéral de Déter et l'origine de faisceau médian, c'est le noyau vestibulaire médian et le noyau vestibulaire inférieur et latéral. La situation dans la moelle épinière, le latéral, la partie latérale du cordon antérieur et le médian, c'est le faisceau longitudinal médian. Et pour les rôles, le latéral contrôle postural cinétique et le médian contrôle labyrinthique des mouvements de la tête. Et on a aussi le faisceau tectospinal. Il est ici, en violet, voilà. Né de colliculus supérieur, rôle dans le mouvement contralatéral de la tête et réponse à des stimuli visuels, auditifs ou somesthésiques. On a aussi le faisceau olivospinal, il est là, en bleu, provient de l'olive bulbaire. Et on a aussi des autres voies. Les voies issues des noyaux corulus et subcorulus de la région pontique, les noyaux du raphet bulbaire et les voies descendantes dopaminergiques ou adrénergiques. Donc c'est ça la différence entre le système pyramidal et le système extra-pyramidal. Les voies pyramidales viennent du cortex moteur, des hémisphères cérébraux. Par contre, les extrapyramidales viennent des autres parties, viennent des autres noyaux de bulbe rachidien. Voilà, c'est ça. On a vu les voies ascendantes et on a vu aussi les voies descendantes. Il reste troisièmement les fibres propriospinales qui sont les faisceaux d'association. Ne sont pas des voies ascendantes et ne sont pas des voies descendantes. Ils sont des autres voies.
sont faites d'axones ascendants et descendants de différentes longueurs, dont les corps cellulaires naissent dans la substance grise, au niveau de la moelle. Ces fibres propriospinales ont pour rôle de réunir les différents étages médulaires, c'est-à-dire elles assurent la connexion entre les myélomères, c'est-à-dire les différents étages de la moelle épinière. Elles sont présentes dans toute la substance blanche, mais à la proximité de la moelle grise, elles sont plus denses, formant ce qu'on appelle le faisceau fondamental de la moelle. Voilà, c'est ça, les faisceaux propres ou bien les faisceaux d'association entre la substance grise et la substance blanche. Et aussi ici, sont des fibres conductrices dans les deux directions. Et en rouge, on a les voies ascendantes. Et en bleu, on a les voies descendantes. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie du cours. C'est la moelle épinière, centre des réflexes. C'est-à-dire la deuxième fonction de la moelle épinière qui se déroule au niveau de la substance grise. C'est-à-dire maintenant, on va passer à la physiologie de la substance grise. On va étudier une introduction, 2, organisation de la moelle grise, 3, organisation des arcs réflexes, 4, classification, 5, le réflexe myotatique, et 6, le réflexe ipsilatéral de flexion. On commence par une introduction. La substance grise, voilà, est le centre nerveux de la moelle épinière, par la présence de phénomènes réflexes. Grâce à une organisation en segments, renvoyant à l'organisation embryonnaire et donnant naissance aux racines des nerfs spinaux. C'est-à-dire au niveau de la substance grise se déroulent les phénomènes réflexes. La régulation supraspinale des réflexes médulaires. On distingue deux types de réflexes médulaires. Le réflexe myotatique, à l'origine de tonus musculaire, et deuxièmement, le réflexe de flexion polysynaptique, rôle de défense. On dit que ce sont des réflexes involontaires. On va étudier chacun de ces réflexes en détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'arc réflexe? L'arc réflexe médulaire qui permet de réagir à un stimuli donné de manière automatique est bien plus rapide que si elle n'avait nécessité intervention et analyse dans les centres supérieurs. On qualifie donc de réflexe toute activité motrice produite sans le secours de la volonté et sans le contrôle de la conscience. Les influx qui provoquent cette activité réflexe doivent parcourir obligatoirement un circuit composé de moins deux neurones, l'un afférent et l'autre efférent, articulés entre eux par une synapse dans un centre nerveux. L'arc réflexe se décompose en 5 séquences. Premièrement, un récepteur reçoit une information, souvent un nocicepteur. Deuxièmement, un neurone sensitif via le nerf rachidien
transmet l'influx nerveux vers la moelle épinière. Troisièmement, on a une ou plusieurs synapses entre le neurone sensitif et un neurone moteur efférent, transmet l'information conduisant ainsi la création d'un influx nerveux au niveau de la corne antérieure grise. Voilà. Et l'information est transmise à un effecteur, c'est souvent un muscle squelettique. Et après, le système nerveux central est ensuite éventuellement informé. Donc ce réflexe se déroule avant de l'interprétation de cette information au niveau du cerveau. Deuxièmement, organisation de la moelle grise. La moelle est subdivisée dans un plan transversal en 3 régions. La corne dorsale, voilà, en bleu. Ensuite, une zone ou bien la région intermédiaire. Et troisièmement, la corne antérieure, bien la corne ventrale. La corne dorsale contient des interneurones et des neurones de projection relayant les informations sensorielles vers les centres supérieurs. Et la région intermédiaire contient essentiellement des neurones préganglionnaires du système nerveux végétatif orthosympathique. Et troisièmement, la corne antérieure contient des interneurones et des motoneurones énervant les muscles. Elle reçoit les influx descendants provenant des régions cérébrales impliquées dans les fonctions motrices comme le cortex cérébral, le noyau rouge et les formations réticulées. Donc la corne dorsale contient les neurones sensoriels, la région intermédiaire végétative et la corne antérieure et les fonctions motrices. L'ensemble de ces 3 régions a été subdivisé par Rexed, 1954, en 10 couches, numérotées de 1 à 10. La corne dorsale comprend les couches de 1 jusqu'à 6. Voilà. La couche numéro 7 comprend à la région intermédiaire. Et les couches 8, 9 correspondent à la région ventrale. Et la couche numéro 10 correspond à la substance grise entourant le canal épendymère. On va étudier chacun de ces couches en détail. On commence par la couche 1 ou noyau péricornuel ou s'appelle aussi couche zonale de Waldeyer ou la zone marginale. Elle transporte les informations thermiques et nociceptives. La deuxième couche, ou substance gélatineuse de Rolando, du fait de sa couleur pâle et de sa consistance, elle reçoit les afférences cutanées et nociceptives. Les couches 3 et 4, voilà, 3 et 4 forment le nucleus proprius ou noyau sensoriel proprement dit. Elles reçoivent principalement les fibres afférentes, cutanées, myélinisées et à moindre degré les fibres nociceptives. La couche 5 reçoit aussi bien des afférences cutanées que nociceptives. Et la couche 6 est localisée à la base
de la corne dorsale, mais elle n'existe qu'au niveau des renflements cervical et lombaires. La partie médiale de la couche 6 reçoit les influx provenant des organes de Golgi, les fuseaux neuromusculaires et des terminaisons libres nociceptives. Et la partie latérale de la couche 6 reçoit les influx de cortex cérébral impliqués dans les fonctions motrices. Maintenant, la couche 7 correspond au noyau de Clark et au noyau intermédio-latéral et intermédio-médial. Elle n'est présente que dans la moelle thoracique et lombaire de C8 à L2. Les noyaux dorsaux du Clark ou bien la colonne de Clark reçoit les influx provenant des récepteurs musculaires, fuseaux neuromusculaires et récepteurs du Golgi. Les projections axonales formant le faisceau spinocérébelleux postérieur qui informe le cervelet de la position et de l'activité dynamique du muscle. Le noyau intermédio-latéral de T1 à L2 contient les neurones préganglionnaires synaptiques. Et le noyau intermédio-médial s'étend sur toute la hauteur de la moelle, en avant de la colonne de Clark, reçoit des afférences de fibres périphériques énervant les viscères thoraciques et abdominaux. La couche numéro 8, voilà, elle reçoit les influx descendants provenant du tronc cérébral, essentiel à la modulation de tonus musculaire. Et la couche numéro 9, voilà, ici, et là aussi, est celle des motoneurones des muscles squelettiques, motoneurones alpha et gamma. Les motoneurones alpha sont des neurones multipolaires de grande taille qui constituent la voie phrénale commune. Les motoneurones gamma énervent les fuseaux neuromusculaires sont plus petits et sont en proportion de 10 à 15% par rapport aux motoneurones alpha. Les motoneurones alpha énervant la musculature distale des membres sont à localisation latérale dans la corne antérieure de la moelle avec les extenseurs plus ventraux que les fléchisseurs. Les motoneurones des parties proximales sont situés dans la partie ventromédiane. Voilà. Finalement, la couche 10 représente la substance grise centrale. Troisièmement, organisation des arcs réflexes. Le réflexe est dit mono ou polysynaptique, selon qu'il existe une seule ou plusieurs synapses. Monosynaptique, une seule synapse. Polysynaptique, plusieurs synapses. Lorsqu'un réflexe intéresse plusieurs équipes musculaires et lorsqu'il se généralise, il existe dans ce cas non pas un seul arc réflexe, mais un nombre plus ou moins grand d'arcs réflexes différemment perméables à l'excitant. Un système de neurones intermédiaires assure différentes réponses réflexes selon que l'excitant est faible, moyen ou fort. Ce système peut comprendre des neurones intercalaires. Voilà les neurones intercalaires ici, qui assurent le réflexe initial homolatéral. On a aussi des neurones commissuraux, voilà, qui rendent possible la réponse croisée. Et troisièmement, voilà, des neurones d'association
intersegmentaires qui permettent l'irradiation et donc la généralisation de la réponse réflexe. 4. Classification. La dénomination des principaux réflexes médulaires n'est pas homogène. Certains réflexes ont été nommés d'après la nature du stimulus qui les provoque, par exemple le réflexe d'étirement. D'autres suivant le type de réaction provoquée, par exemple le réflexe de flexion. Ou bien alors d'après le rôle fonctionnel de réflexe, le réflexe de grattage. En outre, certains réflexes sont nommés d'après la distance qui sépare la voie afférente de la voie efférente, par exemple le réflexe spinolent. Par conséquent, il n'existe pas de classification stricte des réflexes. Ceux qui ont étudié avec plus de détails sont les réflexes d'étirement, appelés aussi réflexes myotatiques, et le réflexe nociceptif de flexion, car provoqué généralement par un stimulus douloureux. 5. Le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, appelé aussi réflexe d'étirement, est la contraction réflexe d'un muscle consécutive à son propre étirement. Le myogramme, ou bien le tracé, réflexe d'un muscle extenseur, par exemple le quadriceps, soumis à un allongement constant de quelques millimètres pendant plusieurs secondes. Après, une phase de latence très courte présente certaines particularités. Le temps de latence très court du réflexe n'est compatible qu'avec la présence d'une seule synapse. Le réflexe d'étirement est donc monosynaptique. La tension croît rapidement et atteint une valeur maximale dès la fin de la phase dynamique de l'allongement. Cette tension persiste tant que dure l'étirement. Elle cesse brusquement dès que le muscle est relâché. Voilà, ici c'est le myogramme. Sur le myogramme, on distingue deux composantes dont les réactions produites par allongement prolongé. Les réactions phasiques, intenses, de courte durée, provoquées par allongement dynamique. Et les réactions toniques, plus faibles que les précédentes, mais persistant beaucoup plus longtemps, dues à l'allongement constant. En clinique, la percussion du tendon d'un muscle, exemple muscle triceps ou quadriceps, à l'aide d'un marteau réflexe, provoque, à condition qu'elle allonge légèrement le muscle, une contraction brusque et brève de ce muscle. C'est un réflexe myotatique phasique, représentant la partie initiale du réflexe qui résulte de l'allongement brusque et bref du muscle sous l'effet de la dépression brusque du tendon. Les réflexes myotatiques phasiques sont présents dans tous les muscles squelettiques, extenseurs et fléchisseurs. La volée d'un flux engendré dans les faisceaux neuromusculaires d'un muscle à la suite de son brusque allongement provoque une décharge presque synchrone des motoneurones de ce même muscle. C'est-à-dire que les fibres neuromusculaires sont tous activées en même temps. Et les réflexes myotatiques toniques, dus à l'allongement constant, sont surtout développés dans les muscles extenseurs qui se posent à l'action de la pesanteur. Les muscles fléchisseurs présentent eux aussi des réflexes myotatiques toniques, mais ils sont de faible amplitude.
Au cours de ces réflexes toniques, les unités motrices déchargent d'une manière asynchrone et de ce fait soutiennent une contraction permanente qui est toutefois d'amplitude plus faible que celle engendrée par l'allongement brusque du muscle. L'organisation du réflexe myotatique. Premièrement, on a la genèse des influx nerveux, ensuite une voie afférente, organisation des centres au niveau de la substance grise, et ensuite la voie afférente. On a les motoneurones alpha et gamma. Pour les récepteurs, on a les récepteurs de Golgi. Les faisceaux de ces récepteurs sont nommés 1B et les axones qui vont innerver les faisceaux neuromusculaires sont nommés 1A et 2. Les fibres efférentes alpha vont innerver les plaques motrices et les gamma vont innerver les faisceaux neuromusculaires. L'inhibition réciproque. Lorsqu'un groupe de neurones ayant une fonction donnée est activé par voie nerveuse, les neurones de fonction opposée sont inhibés. C'est ça l'inhibition réciproque. En effet, les influx transmis par les fibres de type 1A d'un muscle activent le motoneurone alpha de ce muscle et inhibent les motoneurones alpha du muscle antagoniste. Cette action inhibitrice n'est pas exercée par les collatérales de fibres 1A, mais par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur, médiateur GABA, interposé entre les collatérales de fibres 1A et les motoneurones alpha du muscle antagoniste. La stimulation de 1A va engendrer l'activation des motoneurones alpha des muscles agonistes suite à un PPSE, ainsi que l'activation de l'interneurone par suite, là aussi, d'un PPSE. Cette activation permet à l'interneurone de libérer neuromédiateurs inhibiteurs. Il en résultera un PPSI au niveau des motoneurones alpha, des muscles antagonistes et leur hyperpolarisation et donc leur relâchement. Donc c'est ça les fibres 1A. Elles vont faire une inhibition au niveau des muscles fléchisseurs. Les muscles fléchisseurs, ce sont les muscles antagonistes des muscles extenseurs. 6. Réflexe ipsilatéral de flexion. On appelle réflexe ipsilatéral de flexion la contraction réflexe simultanée du muscle fléchisseur d'un membre, provoquée le plus souvent par un stimulus généralement nociceptif. Piqûre, pincement, brûlure, etc. appliqué sur la peau de ce membre. Le rôle du réflexe est de soustraire le membre à l'action nocive de stimulus. Ce réflexe est déclenché par l'activation de récepteurs divers. Les voies afférentes sont principalement les axons de type 2, 3 et 4. Les connexions à l'intérieur de la moelle s'en font par l'intermédiaire d'interneurones qui assurent la diffusion de l'excitation à différents étages de la moelle. Les motoneurones alpha excités sont uniquement ceux des muscles fléchisseurs. Le réflexe ipsilatéral de flexion est un réflexe polysynaptique. Chez l'homme, on recherche usuellement 3 types de réflexes de flexion. 1. Les réflexes cutanés abdominaux.
C'est la contraction segmentaire des muscles de la sangle par irritation de la peau de l'abdomen. Il y a 3 types selon les tâches métamériques introgées. Le réflexe cutané abdominal supérieur qui se consomme dans les métamères D6 et D7. Le réflexe cutané abdominal moyen qui consomme au niveau D8 et D9. Et le réflexe cutané abdominal inférieur en D10, D11 et D12. Deuxièmement, le réflexe cremastérien, c'est la contraction du muscle cremastérien consécutive à l'irritation de la face interne de la cuisse. Il se concentre dans les métamères L1 et L2. Et troisièmement, le réflexe cutané plantaire, c'est le plus utilisé. Il se manifeste par flexion des orteils, voilà, et de l'avant-pied, suite à l'irritation de la plante du pied par une pointe mousse. Il se consomme dans les métamères L3 jusqu'à S1 lorsque la moelle a été libérée des influences corticales, c'est-à-dire placée en fonctionnement autonome. Le réflexe cutané plantaire comporte une extension des orteils. Voilà, c'est ce qu'on appelle en clinique le signe de Babinski. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.